allé au procès en appel le 14 avril 2009, j'y allais avec l'idée, enfin, l'arrière-pensée que peut-être il y aurait une histoire à écrire sur cette affaire. Mais pas certain que j'allais écrire quoi que ce soit. Et en fait, dès le premier jour, j'ai envie de dire dès les premières heures, j'ai décidé de noter systématiquement tout ce qui était dit, en tout cas tout ce que ma mémoire pouvait capter avec un crayon et des cahiers d'écolier. J'ai rempli 500 pages de cahiers d'écolier et j'ai ressenti ce que précisément les auteurs calédoniens disaient l'autre jour à la Maison du Livre. Ce besoin irrépressible venu de l'intérieur de vous-même d'écrire et de publier. Je me suis dit que quelque part j'avais aussi à retravailler cette affaire sous l'angle d'une fiction, et donc peut-être un peu pour la mettre à distance, parce que c'est pas des affaires qui vous laissent sans trace, sans cicatrice quelque part. Et donc écrire une totale fiction, un ouvrage d'imagination, où bien sûr il y a des rapprochements avec cette abominable tragédie de 2002. Alors est-ce que écrire une fiction, ça participe de ce besoin irrépressible? C'est vous qui le direz peut-être. La réalité décrite dans le procès connu, ce livre qui encore une fois relate l'essentiel de ce que j'ai entendu en audience publique, était tellement inimaginable que c'est précisément cette réalité qu'un lecteur peu averti qui débarquerait soudain sur le caillou et qui tout aussi soudainement se rendrait au tribunal aurait pu prendre pour une pure invention. Alors ce que j'ai écrit, c'est ni le tome 2, ni un roman à clé, mais c'est tout simplement un roman avec un certain nombre de clins d'œil énormes. Foin de la réalité. Mon propos, tout au contraire, c'est d'explorer dans la fiction, dans le registre imaginaire, le champ du vraisemblable, nonobstant les clins d'œil appuyés, puisque sont suggérées ces ressemblances, je vous le disais à l'instant. Dans l'histoire que j'ai imaginée en 1990, ce n'est pas une touriste japonaise qu'on retrouve morte, mais une coréenne. Et le Varan, dont on parle sur le petit îlot que j'ai imaginé au sud de Natom, quelque part, eh bien le Varan n'est pas connu à l'île des Pins, puisque l'animal emblématique, c'est le buffle. Quand j'écrivais le procès, mes camarades de la Ligue, mes amis, les membres de ma famille ont vite su que j'avais entrepris ce travail. Tous avaient à un titre ou à un autre partagé des moments du combat pour que la justice se ressaisisse, que ce procès soit enfin équitable. J'avais fait lire à plusieurs familiers la première version, puis la deuxième, avant de renoncer à la première et à la seconde, et puis d'en écrire une troisième, que j'ai enfin adressée à l'éditeur. C'était logique parce que tout solitaire qu'il ait été, ce travail d'écriture restait ancré dans un élan collectif pour la justice, pour la dignité humaine et pour la vérité, contre l'amalgame, contre la furie collective, pour le respect, contre la haine et la peur. Comme l'illustre d'ailleurs ce symbole puissant de l'exposition aujourd'hui à la résidence du haut-commissaire, des statues qui ont été faites par les détenus, comme l'illustre aussi le rendez-vous qu'il y avait hier à Poya avec le 24 septembre, où les associations, la municipalité, le gouvernement de la Calédonie, à travers des Rodés, les coutumiers de l'air ont organisé cette belle manifestation de fraternité et de citoyenneté. Écrire le procès prolongeait sur un mode singulier cet effort collectif impérieux. Quand j'ai en revanche écrit Le tumulte des morts, c'était le titre du bouquin à l'origine, qui deviendra À la fin les morts parlent, l'éditeur a refusé le tumulte des morts, j'ai donc écrit un deuxième livre qui s'est appelé À la fin les morts parlent, et que là l'éditeur a accepté. Pourquoi cette différence d'attitude de ma part dans chacune des écritures? L'explication tient d'abord à une certaine maturation. Si demain je devais écrire un autre ouvrage dans le genre et le ton du procès, j'espère que ça ne sera jamais le cas, je travaillerai cette fois dans un isolement volontaire, comme je viens de le faire pour ce roman. Marguerite Duras, dont tout écrivain aimerait se hisser au niveau de la cheville, écrivait dans Écrire, précisément, il y a une trentaine d'années,
il convient d'imposer une séparation avec les autres gens autour de la personne qui écrit des livres, ajoutant c'est une solitude, c'est la solitude de l'auteur, c'est la solitude de l'écrit. Parce que j'ai une vie sociale, vous avez été surpris de découvrir l'existence de ce roman, cette nécessité d'écrire seul dans un premier temps long pour moi, je crois l'avoir désormais intégré. Pour un juge, rechercher la vérité se conjugue au présent et au passé immédiat. Pour un historien, il y a une distance à établir avec le passé. Les outils du premier ne sont pas ceux du second. J'ai voulu d'autant plus travailler seul que c'est bien une histoire nouvelle que j'ai inventée, même s'il y a énormément de ressemblances et si la misérable tragédie de 2002, tant exhibée, si mal connue et si peu connue, a facilité le processus de son élaboration. Rester dans le vraisemblable, sans livrer une clé que je ne détiens pas, d'une affaire dont mon engagement de citoyen m'a seulement permis d'effleurer quelques détails, c'est la contrainte que je me suis imposée, me fixant au passage un défi. Flirter avec une affaire que la justice finira peut-être par éclaircir en misant sur un effort indispensable de sa part, une remise en cause quelque part, et sur le sursaut moral de ceux qui détiennent sans doute quelques parcelles de vérité, afin de conquérir un lectorat friand de fiction pour lequel un roman constitue par excellence un acte d'imagination, c'est a priori paradoxal. C'est pourtant une bonne recette, je crois, pour atteindre la dimension d'une apparente vérité. Et n'est-ce pas finalement le matériau dont est bâtie toute fiction? Si les critiques bienveillantes accueillent mon livre, je ne serais évidemment pas devenu ni Flaubert, qui s'inspira de Chantal Delamarre pour composer le personnage de Madame Bovary, ni l'auteur de J'accuse, dont Vérité, une fiction publiée après sa mort, fit aussi penser à l'affaire Dreyfus, mais je saurais au moins si ça vaut le coup de tenter une récidive. Bon, je n'ai pas amené de planisphère. Si vous voyez mentalement la ligne de changement de date et que vous partiez un peu vers l'ouest, si de Brisbane vous prolongez la ligne qui vous amène à Norfolk et que vous tirez une oblique au sud d'Anatom, cette île méridionale de Vanuatu, eh bien le croisement vous donnera à peu près la position de cette île que j'ai voulu faire découvrir à mes lecteurs et que j'ai baptisée l'île aux petits arbres. Anatom, Higginson, certains le savent parmi vous, dont Thierry qui l'y a amené. Higginson y avait installé des réserves de charbon à une époque où les grands voiliers de transport devenaient des voiliers mixtes, puisqu'on y installait des chaudières à vapeur. Et donc il y avait installé des réserves de charbon. L'île aux petits arbres et les îles environnantes constituent un archipel mélanésien de plus qui s'ajoute aux Salomon, à la Nouvelle-Calédonie, à Fidji, aux îles du détroit de Torres, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette île n'est pas épargnée par les tsunamis, elle est découpée par endroits, la côte compte de nombreuses baies, certaines constituent des abris sûrs pour les navires, et dans l'une d'entre elles, on a tiré une jetée contre laquelle viennent s'amarrer les navires de passagers. Quand les amarres ont été frappés, mais pas encore souqués, le navire de passagers semble encore s'ébrouer. Les enfants se sont dispersés sur la jetée, et des mamans accourent pour les retenir. Bientôt, les premiers passagers débarquent, des hommes, surtout des hommes. Au premier coup d'œil, on devine à qui l'on a affaire. Comme les premiers sortis, les derniers passagers sont blancs, et ceux-là, hommes et femmes, souvent jeunes, court vêtus et portant de lourds sacs à dos, sont des touristes venus pour 3 ou 4 jours rejoindre une destination prisée. Au bout de la jetée, ils s'arrêtent pour observer des gamins qui sautent dans l'eau, remontent aussi secs sur l'estacade et plongent à nouveau. On les voit ensuite hésiter. Quelques-uns s'approchent d'un abri ouvert aux 4 vents où on loue des bicyclettes et des scooters. D'autres partent sur leur gauche et vont se retrouver dans ce secteur de la baie où la mer parvient dans un vacarme d'eau et d'écume en fin de marée montante. Un jour débarque une touriste coréenne, elle installe ses affaires à l'hôtel, puis disparaît peu après. Le lendemain, l'hôtelière et son employé sont perplexes.
Ah, peut-être dans les bras d'un homme qui lui a tourné la tête. Vous devriez savoir ça, Éléonore. Si c'est ça, elle est drôlement culottée. Si c'est ça, elle est cinglée, Éléonore, cinglée. Un homme lui a tourné la tête. En tout cas, le bungalow était loué d'avance, les petits déjeuners qu'elle n'a pas pris, payés d'avance, eux aussi. Bah, j'ai fait une croix sur les repas. L'affaire va mal tourner. Plusieurs jours plus tard, c'est le cadavre de la jeune femme qu'on retrouve. Cette précision donnée à des lecteurs néo-calédoniens va faire penser à une affaire restée dans les mémoires. L'île aux petits arbres, d'abord colonisée par les Anglais, a été ensuite rétrocédée aux Australiens, et finalement, des conventions successives l'ont rattachée aux États-Unis. Aujourd'hui, ce pays est devenu une sorte de curiosité juridique. Comme on y parle plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le chinois, une langue locale et le français, elle vous fera penser à des pays comme les anciennes Nouvelles-Hébrides ou comme l'île Maurice. Du chef suprême au plus modeste de ses sujets, on risque une explication. Bien vite, dans cette petite île très peu peuplée, sont montrées du doigt deux personnes contre lesquelles existent diverses préventions. Une rumeur insistante enfle, on s'arme de bâtons et la police prend l'initiative, plus ou moins couverte par un juge d'instruction qui vient à peine d'être nommé, d'aller arrêter ces deux-là, pour leur sauver la vie, dira-t-on. Les plus âgés d'entre nous ici ont en tête les images télévisées de ces agents, de ces soldats, de ces officiers américains perchés sur le toit de leur quartier général à Saïgon en 1975, que les gros hélicoptères ont emporté dans les airs. Eh bien, l'exfiltration de l'île aux petits arbres des deux boucs émissaires qu'on a arrêtés aussi secs va ressembler étrangement à cette scène historique. Les voisins, les membres de leur famille sont absolument médusés. Tous sont figés, pétrifiés. Le chef, qui arborait un chapeau Stetson le faisant ressembler à un cow-boy, ne portait pas d'armes. Il s'en glorifiera au procès. Ces hommes étaient en revanche armés jusqu'aux dents. Il avait l'habitude de dire « Je n'enlève jamais mon chapeau devant un malfaiteur ». Pour lui, toute personne qu'il venait arrêter était nécessairement un malfaiteur. Arrêter, dans son esprit, ça voulait dire déjà jugé. La fille d'Albin était bouleversée. Quelques jours plus tôt, elle avait beaucoup ri avec son papa. Elle avait adoré ce moment privilégié où la tendresse paternelle et l'amour filial se répondent. Et là, tout d'un coup, sans qu'elle comprenne quoi que ce soit, on lui a arraché son père, on le traînait jusqu'à l'hélicoptère, entravé comme un animal pris au piège par les menottes refermées sur ses poignets. Qu'on puisse le soupçonner d'avoir tué la Coréenne dont le corps avait été découvert 24 heures plus tôt, lui semblait aberrant. Son père ne pouvait rien avoir à faire, de près ou de loin, avec cette histoire. Sa grand-mère la prit par l'épaule pour la consoler, mais très vite elle-même fut à son tour prise de sanglots. Nombreux sont les adultes que cette double arrestation désigne, qui pensent qu'il s'agit des coupables. Campée sur ses deux jambes, la petite fille dont le papa avait été enlevé sous les yeux manifeste bruyamment un avis contraire. De toute façon, ils vont sortir libres, parce que mon papa n'a pas tué la Coréenne, et mon tonton n'a pas tué la touriste. Tous les gens de l'île vont faire la coutume à leur retour, une coutume de pardon. Les policiers, ce sont eux qui vont aller en prison. Malo expliqua à sa nièce que la touriste et la Coréenne étaient une seule personne, mais elle n'en démordait pas. Pour elle, il y avait deux victimes. Elle suspectait le policier sans armes avec un chapeau de Zorro qui avait arrêté son papa d'avoir tué la Coréenne d'abord et la touriste ensuite, ou l'inverse. L'animal emblématique est un varan, une espèce de varan des tropiques. Et justement, le père des deux garçons, chef du clan du varan, se morfond et médite. Quelle faute le clan tout entier aurait-il commise? Ses fils étaient valeureux. Qu'ils aient pu offenser les ancêtres lui semblait impensable. Cette suspicion planant sur deux de ses fils, concrétisée par leur arrestation.
C'était assurément beaucoup plus que ce qu'il aurait pu endurer quand il était en bonne santé. Le policier sans armes, le chef, avait dit à sa femme qu'il s'agissait d'une arrestation préventive. Supposait-on qu'une fois ses fils sous les verrous, le ou les coupables se livreraient? Leur éloignement allait-il inciter certains à parler? Comment les policiers pouvaient-ils imaginer que ses fils préparaient des mauvais coups et même un assassinat? Il oublia un instant ses misères physiques et implora le secours des ancêtres. Mais les ancêtres restaient silencieux, et le clan avait perdu l'aîné de la jeune génération. Le Varan avait bel et bien perdu la tête. Et puisqu'il ne verrait Damien que plus tard, il ne savait pas quand, il attendrait d'avoir entendu, à défaut, l'avis que donnerait Malo, son deuxième garçon. La mort de cette jeune femme le rongeait. Comment pareil malheur avait-il pu arriver? Qui préviendrait ses oncles maternels là-bas, si loin en Corée? Comment le sang serait-il rendu? La mère de cette jeune femme avait certainement accompli son devoir à l'égard du clan de son mari, le jour où elle avait mis au monde celle qui venait d'être tuée. Et le potentiel de vie que représentait la victime, en âge de mettre des enfants au monde, brisé, net? Comment leur père ancestral avait-elle pu ainsi être souillée? Je vous fais grâce des 9 chapitres qui suivent, il y en a 23 au total. Sinon, vous n'achèterez pas le livre à Dominique ou à Barbara. Vous trouverez, je l'espère, votre content de rebondissement, de suspense, d'indices convaincants ou pas convaincants, de fausses pistes. Au dernier chapitre, un hasard improbable, pardonnez la redondance, va soudain permettre d'entrouvrir une fenêtre. En 2012, il y a des années que les anciens suspects sont revenus sur l'île, où ils sont désormais respectés. Leurs nièces et leurs neveux, encore jeunes, accumulent des succès sportifs et scolaires, ou brillent dans des activités littéraires. Des petits secrets sur la vieille histoire circulent bien, mais on ne cherche plus trop à savoir. Connaître la vérité maintenant, ne serait-ce pas risqué pour l'harmonie de l'île? Certains le croient, les religieux notamment. Étonnamment, c'est de l'hôpital, du lit d'un hôpital de la grande ville voisine, que quelques fragments vont émerger. Souvent, la réalité rejoint la fiction. Le docteur Marie-Félicie Rousseau témoignait ici même il y a 2 semaines de 13 années d'activité à la tête de l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs du centre hospitalier de Niort. Dans l'idéal, ces équipes hospitalières, comme celles qu'elle a encadrées pendant 13 ans, sont complétées de bénévoles accompagnant les personnes auxquelles sont dispensés des soins actifs destinés à atténuer leur douleur et à atténuer leurs souffrances physiques, psychologiques, sociales, spirituelles, de sorte que dans le temps précieux qui leur reste à vivre, soit préservée leur dignité. Je reviens au roman. Peu avant sa mort, Elvire, très malade, reçoit la visite d'Andrea, une de ses accompagnatrices bénévoles. Quand Andrea sera présentée à Elvire, celle-ci aura un mouvement de sourcil, signifiant qu'elle accepte la présence de la bénévole. Pas un mot n'aura été prononcé. Mais aux expressions de son visage et en dépit d'un regard masqué par des yeux qu'elle maintiendra fermés la plupart du temps, Andrea a su qu'elle était bienvenue. Au moment où elle sort de la chambre, Andrea suppose qu'elle sera à nouveau attendue d'autrefois. Mais elle chasse vite cette pensée. Il est indispensable, pour qui s'engage dans ces accompagnements, d'accepter l'idée qu'à tout moment, la perception qu'a le malade de votre présence peut changer. Après plusieurs rencontres au cours desquelles Andrea sourit, remonte un oreiller, éponge le front de la malade ou lui prend la main, c'est Elvire qui, par une belle journée ensoleillée, interroge Andrea. Les questions qui lui sont posées
ne sont pas esquivées, bien que relatives à l'expérience personnelle de l'accompagnante et aux souffrances intimes qu'elle a elle-même traversées, et qu'intuitivement, Elvire avait pressenti. Andrea entre dans ce dialogue facilité par son comportement et dont l'initiative prise par la patiente souligne que celle-ci reste bien vivante, malgré des forces qui diminuent de jour en jour et une autonomie qui s'amenuise. Elle est dure à la souffrance. Elle veut vivre. Lucide, Elvire savait qu'elle mourrait dans des délais rapprochés. Elle avait enfin reçu une, puis deux, puis 3 visites de son fils. Elle se sentait davantage prête à partir. Et puis un jour, Elvire laissa tout juste Andrea s'asseoir, avant d'enchaîner sur un long monologue qu'aucune entrée intempestive dans la chambre n'interrompit. Vous avez compris qu'on est maintenant entré, si j'ose dire, dans le dur. C'est pourquoi je renonce à de nouvelles lectures, sauf peut-être à ce moment si difficile pour les personnels hospitaliers et pour les bénévoles d'accompagnement. Rentrée chez elle après la réunion du groupe de parole, Andrea observa que le répondeur téléphonique avait fonctionné. Elle enfonça la touche et reconnut la voix du chef de service. Andrea, j'ai une bien triste nouvelle. Elvire est partie la nuit dernière. L'infirmière de garde a été saisie en découvrant son visage apaisé. Ses traits semblaient reposés. Je ne vous dirai pas tout, pour que vous compreniez bien que ce livre-ci n'a rien à voir avec celui-là, même malgré les apparences. Hormis la source d'inspiration, hormis beaucoup de facteurs qui se ressemblent. Je vous lis un passage, plutôt Mathilde ou Brigitte va vous lire un passage de mon précédent ouvrage, ou plutôt je vais vous faire un cadeau ce soir, car c'est un inédit que je n'ai pas gardé et que je n'ai pas non plus envoyé à l'éditeur. J'ai fait la version longue dans le procès, c'est donc un inédit. Il s'agissait de la version initiale, plus courte, plus sobre, selon moi avec le recul meilleur évidemment, inconnu donc de l'éditeur, j'y insiste, mais qui correspond en une page à 5 pages du livre sur le procès. On est donc le 28 avril 2009 au Palais de Justice à Nouméa, et c'est l'heure du double verdict d'innocence, il est 14h ou 14h30. Messieurs, la cour. Le regard des jurés est impénétrable, mais je n'en ai aucune conscience dans l'instant. Tout le monde est debout dans le prétoire, et les secondes qui s'écoulent avant que le président ne prenne la parole semblent des siècles. Le président couvre longuement la salle d'un regard circulaire, en commençant et en terminant par les accusés. À la question, l'accusé Ambroise Connu a-t-il donné la mort ou participé au meurtre en mai 2002 de Mika Kusama? Le jury a répondu non. Chacun retient son souffle. Silence. Regard circulaire du président à nouveau. Je ne parviens pas à me réjouir de cette décision prévisible. D'entendre le président qui, avec une autorité naturelle étonnante, mène ce procès difficile entre tous, m'aide sans doute à m'extraire un peu d'une atmosphère lourde, mais je dois tout de même déployer un effort surhumain. À la question, l'accusé Antoine Connu a-t-il donné la mort ou participé au meurtre de Mika Kusama? Le jury a répondu « Le temps est comme suspendu. Pourtant, le président n'a pas marqué de temps d'arrêt. Non. » Pendant 5 à 6 secondes, tout un chacun reste là, pantois, sans réaction. Les avocats ne parviennent pas à retenir des larmes. Antoine regarde hébété devant lui. Sa compagne reste figée devant moi et ne le rejoindra qu'après un long moment. Même le président est saisi par l'émotion et il balbutie. Monsieur Ambroise Connu et Monsieur Antoine Connu, vous êtes libres.
Libres, ils sont libres. Tout d'un coup, le président réalise qu'il a oublié une précision importante. Mesdames et messieurs les avocats d'Ambroise et d'Antoine connus, la possibilité d'une indemnisation existe pour vos clients. Vous disposez du délai légal pour déposer un dossier afin d'exquiper d'un dédommagement qui soit tenu compte du préjudice qu'ils ont subi. Mesdames et messieurs, je me déplace et j'embrasse Antoine. L'émotion me submerge. Nous restons sans voix, regard figé. Personne d'autre ne semble bouger, je n'entends rien. J'ai l'impression d'être plongé dans une atmosphère cotonneuse irréelle. Soudain, le mouvement vers la sortie me sort de cette torpeur. Je me sens bousculé. La salle pourtant baigne dans un épais silence, mais si quelques visages s'animent. Après toute cette tension, je ne résiste plus. Je pleure de plus belle. Exhiber ma joie zébrée de larmes et déplacée, alors que sortent humbles et dignes Madame et Monsieur Kusama, que quelques personnes soutiennent. L'infirmière m'a précédé vers la sortie. Elle verse de chaudes larmes et nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Puis, je rejoins ma voiture, garée loin de là. J'allume la radio. Les stations ne parlent que du verdict et je tourne le bouton dans l'autre sens. Je rentre à petite vitesse. Des avertisseurs sonores ponctuent ma lenteur. Sur la voie express, on me double et on se rabat en me faisant des queues de poisson. Un furieux a même ajouté un doigt d'honneur. Écoutez, merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous. Merci bien évidemment à Brigitte et à Mathilde. Merci à Dominique, authentique libraire. Et voilà, c'est tout. Je suis toujours très ému.